tous. Aujourd'hui, nous sommes avec le consul général de la République de Guinée à Casablanca, M. Roda Foraz, un grand incubateur, un marqueur de développement socio-culturel ici au niveau de la communauté guinéenne. Nous allons faire connaissance de ce grand monsieur qui est l'un des plus grands incubateurs de la diaspora, plus particulièrement ici au Maroc. Alors, avant de commencer cette émission, j'aimerais adresser les salutations les plus affectueuses à cette communauté guinéenne. Je veux parler de Rabat, Casa, jusqu'à Layoum, vous êtes salués. Alors, M. Roda Foraz, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Merci humblement. Nous sommes le réseau des Guinéens diplômés de la diaspora. On aimerait bel et bien avoir ici des informations concernant ces assises qui auront bel et bien ici lieu au Maroc. Mais avant tout d'abord, qui est M. Roda Foraz? Alors, je suis natif de Bokeh. Mon père est arrivé en Guinée, plus précisément à Bokeh en 1915. Je suis né à Bokeh. J'ai des sœurs et frères qui sont guinéens parce qu'à cette date, il n'y avait pas de femmes blanches en Guinée. Mon père a épousé 2 femmes guinéennes avec lesquelles il a eu des enfants, avec lesquelles je m'entends très bien. Et j'ai même des beaux-frères, la famille Sampil, c'est mes beaux-frères. Et donc, depuis, jusqu'à sa mort, il n'a pas quitté la Guinée, il est resté en Guinée. J'ai grandi, j'ai fait mes études à l'école du centre, l'école primaire. De l'école du centre, je suis allé au lycée technique de Donka. Après, j'ai fait une année Gamal Abdel Nasser et j'ai continué sur Montpellier où j'ai fait mes études de pharmacie. Et après, je suis retourné en Guinée pour servir le peuple. D'accord. En tout cas, ça fait un grand plaisir, un réel plaisir de l'écouter. L'excellence Roda Foraz a une maîtrise parfaite ici de la Guinée. En Basse-Guinée, plus particulièrement, vous étiez dans quel village en Basse-Guinée? J'étais à Bokeh, j'ai habité à Bokeh. Plus précisément, notre habitation se trouvait à côté du cimetière de Bokeh, un peu plus haut. Et il y avait aussi d'autres Libanais, à part la famille Fawaz. Il y avait la famille Zabat. La famille Zabat, ce sont eux qui ont fait les premiers le cinéma à Bokeh. Et il y avait la famille Hilal, qui sont mes beaux-frères aussi. Et la famille Ayoub, aussi, sont de Bokeh. Vous savez, avant, pour quitter Conakry pour aller à Bokeh, vous devez faire 3 à 4 jours de route. Et c'était très bien, c'était bien, on a aimé parce que c'était un village. Et Bokeh, aujourd'hui, fut la richesse de la Guinée, parce que la première exploitation de bauxite commençait à Kamsar. Et donc, c'est Bokeh qui ravitaillait. Et avant, même Dubreka faisait partie de Bokeh. Bokeh-Bofa. C'est après, quand Lansana Conté est venu au pouvoir, qu'il a divisé, il a fait Bokeh à part, Bofa à part et Dubreka à part. Et donc, au temps colonial, vous savez, j'ai vécu le régime colonial, j'ai vécu le régime Sékou Touré, j'ai vécu le régime Lansana Conté, Dadis Sekouba, Alpha Condé et maintenant le colonel Mamadi Doumbouya. Donc je connais parfaitement tout le circuit guinéen, je parle Soussou, je parle Peul, je comprends Baga, je comprends Malinké. Vous parlez très bien le Soussou. Tanamouri? Namouna. Ah, ça c'est très bien ça. Donc la Guinée-Kana Naoula. Féo. Vous avez commencé ici à servir à bas âge. Parlez-nous un peu de votre parcours, monsieur. Écoutez, mon père n'était pas riche. Heureusement, les études étaient gratuites au temps du régime Sékou Touré. Mais mon ambition, je voulais devenir médecin. Malheureusement, à cette époque, ce n'est pas l'étudiant qui choisit la branche qu'il veut.
c'est l'État. Et c'est pour cette raison que je suis parti en France. Et ça aussi, il fallait une autorisation. Si vous n'êtes pas boursier, vous ne pouvez pas. L'étudiant n'a pas le droit de voyager. Alors, j'étais obligé de faire 600 km à pied jusqu'à Dakar. Arrivé à la frontière de Dakar, c'est là-bas où j'ai pris le bus pour rentrer dans la capitale, où j'ai demandé aux Libanais de m'aider afin que j'aille étudier à Montpellier. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à Montpellier. 6 ans après, j'ai eu mon diplôme de pharmacien et je suis retourné. La seule pharmacie qui était à Kaloum, c'était la pharmacie du Bonnet. Ça appartenait à un Français qui m'a aimé, qui m'a intégré. Mais je voyais que ce n'était pas mon domaine. Il fallait que je fasse autre chose. J'étais ambitieux. Et j'ai commencé à faire les affaires à partir de cette date. Mais auparavant, quand j'étais étudiant, je faisais aussi des affaires parce que je vendais des sandwichs aux étudiants au lycée pour pouvoir payer mes fournitures de classe, pour pouvoir aider mon père parce qu'il n'avait pas grand-chose. Parce qu'avec la loi 4 du 8 novembre, le commerce était interdit aux étrangers et donc difficilement mon père a pu adhérer et les seules choses que nous vendions c'était ce que l'État nous donnait pour vendre. Donc ce qui fait que c'était pas fructueux pour mon père, il ne pouvait pas tenir tous les bouts, donc j'ai préféré subvenir à mes propres besoins pour étudier. D'accord, Excellence Roda Fawad. Vraiment, on a suivi ici votre parcours avec intérêt, parce que là, ça prouve déjà à suffisance que ça n'a pas été facile du tout, parce que là, vu votre parcours, voici déjà ce message va à l'encontre ici de cette jeunesse guinéenne. Un grand homme aujourd'hui qui a commencé comme vous, qui marchait ici dans les rues de Bokeh, d'accord, qui aussi se cherchait comme vous, et aujourd'hui il nous a parlé de son parcours et ça n'a pas été facile, ça n'a pas été de la magie comme ça, un claquement de doigts, mais c'est un process, c'est le plus important. Toujours pour vous dire que nous sommes là aujourd'hui pour parler de ces assises qui doivent être bel et bien organisées ici au Maroc bientôt. Donc avant de parler ici de ces assises, j'aimerais poser une petite question à son Excellence parce que j'ai remarqué au niveau du Maroc, la majeure partie de cette communauté, d'accord, les associations, nous voyons beaucoup d'associations, quand il y a des activités, des accompagnements, d'accord, dans le cadre social, pour ce qui concerne ici la promotion culturelle, et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous motive premièrement quand vous entendez ici cette jeunesse de la communauté guinéenne du Maroc en entendant ce mot. Très bien, votre question est pertinente. Je voudrais tout d'abord souligner que j'ai une société en Guinée, j'ai des industries, j'ai des immeubles que mon fils gère. J'ai préféré venir servir le pays, venir aider le pays. C'est moi qui ai demandé à ce qu'il y ait un consulat général à Casablanca. Et c'est comme ça que le président Lansana Conté, pour me remercier de ce que j'ai fait pour le pays, m'a nommé d'abord consul honoraire. Et puis, après, j'ai été promu consul général. Pourquoi? Vous savez, on dit toujours que lorsque vous demandez à quelqu'un pourquoi il a opté pour telle branche, c'est parce qu'il a eu l'expérience. Vu ma souffrance avant de devenir ce que je suis, et je vois l'ambition des jeunes Guinéens qui sont ici, qui veulent aussi devenir ce qu'ils veulent. Malheureusement, ce n'est pas le même temps. En notre temps, c'est un peu plus facile qu'aujourd'hui. Donc, je me dis, il faut que je leur tende la main
pour les mettre sur le bon chemin. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de vices que beaucoup utilisent ce chemin du mauvais côté que nous, on ne connaissait pas avant. Nous, on ne connaissait pas les boissons, on ne connaissait pas la drogue, on ne connaissait pas tout ça. Mais aujourd'hui, tout ça là existe. Donc, il y a beaucoup de jeunes, si on ne leur tend pas la main, si on ne leur tire pas du bon côté, risquent de se noyer dans ce processus. Alors, si je vous dis que depuis l'ouverture de ce consulat, je suis sans budget. Donc, tout sort de ma poche pour aider les Guinéens. J'organise beaucoup de festivités pour eux. Je fais beaucoup de choses pour eux lorsqu'ils me le demandent. Je fais ça, c'est pour les encadrer. C'est pour que le Guinéen soit bien vu, pour ne pas qu'il soit ignoré. Donc, si vous me demandez les raisons, ben voilà, c'est une grande partie de mes raisons. Merci humblement. Déjà, en fait, j'ai compris déjà dans votre intervention ce qui est là. Vous avez bel et bien ici cet amour pour la Guinée, ça, il faut le reconnaître. Cet amour que vous avez pour la Guinée est très très immense. Alors, la seconde question qui est là, d'accord. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un phénomène qui est récurrent, qui continue déjà. Et on sait déjà combien de fois vous êtes en train d'insister, vous êtes en train de vous impliquer pour freiner ici ce phénomène, cet obstacle de l'immigration clandestine. D'accord? Et donc, avez-vous pensé à proposer, d'accord, dans le rapport des assises qui seront bel et bien bientôt organisées ici au Maroc, d'accord, est-ce que vous avez pensé à proposer une politique stratégique pour remédier ici ce phénomène? Bon, pour proposer, il faut bien qu'on me pose la question. D'accord. Donc si l'État ne m'a pas demandé mon avis, je ne peux pas leur donner la mienne. J'ai plusieurs possibilités d'aider les ressortissants guinéens. D'abord, qu'est-ce que je demande? Que les étudiants qui ont fini les études et qui traînent, qui attendent leur billet d'avion, si ceux-ci, on les envoyait déjà en Guinée, ça allait diminuer. Parce qu'une fois que tu finis tes études, on ne te donne plus rien de ta bourse. Tu n'as plus droit à l'argent. Alors, toi qui attends ton billet d'avion, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas traîner dans la rue. Tu vas demander de quoi te nourrir. Voilà. On a des étudiants ici qui ont fini leur étude depuis 1 an, 2 ans, ils attendent les billets d'avion. Bon, j'espère que le gouvernement actuel prendra note et qu'ils vont essayer d'envoyer les billets d'avion pour ces étudiants qui retournent. C'est des boursiers, c'est une convention. L'État marocain les enseigne, ils finissent. Après, quand ils ont le diplôme, l'État marocain leur dit « Maintenant, vous quittez. Il faut repartir. » Ça, c'est un. Donc, ça peut diminuer beaucoup. Deuxièmement, il y a une conscience que la jeunesse d'aujourd'hui n'a pas. La jeunesse d'aujourd'hui a l'ambition de vite réussir. Et ils choisissent toujours ce chemin qui est le chemin de la catastrophe. Parce que pour aller en Europe, il faut un mauvais calcul. Un très mauvais calcul. Et je le dis souvent. Il y en a, ils disent, si je vais en France, je vais gagner 2-3 000 euros par mois. Un exemple, ce qui est impossible. Et ils calculent. 3 000 euros fait 30 millions ou 25 millions. Mais il oublie une chose. Il faut bien qu'il mange, qu'il paye son loyer, qu'il s'habille. Mais les 3 000 euros ne vont jamais lui suffire pour son séjour en France. Donc il ne pourra rien économiser pour rentrer dans le pays. Dans le pays, s'il a 1 million, il peut payer son loyer, il peut se nourrir, il peut se débrouiller.
il y a la solidarité. Tu peux aller chez ton père manger, tu peux aller chez ton oncle manger, tu peux aller chez ton cousin manger, tu peux économiser. En Europe, c'est impossible. Ça, c'est le deuxième aspect. Troisième aspect, le plus grave, c'est qu'il doit toujours se cacher de la police. Et si on l'attrape, on le maltraite plus qu'un animal. Parce qu'on les met ils ont des cages à l'aéroport où on les met là-dedans en attendant le départ, où tout le monde les voit. Donc s'ils ont cette conscience de développer leur pays, ils ont cette conscience, surtout la Guinée. La Guinée, même si tu craches par terre, il y a une herbe qui pousse. Pourquoi ne pas faire l'agriculture? Pourquoi ne pas faire n'importe quoi, mais quand même pour son pays, pour éviter l'humiliation? On dit souvent que nous sommes humiliés par les Européens. C'est parce qu'on demande leur aide. Les Européens nous exploitent. Ils prennent nos richesses. Mais si nous travaillons pour notre pays, nous développons notre pays, nous n'avons plus besoin de l'Europe. Il faut sensibiliser la jeunesse, passer les informations tous les jours, montrer des images, comment les gens meurent, comment les gens souffrent, montrer. Vous savez, il y a ces passeurs qui sont encore plus criminels que le criminel qui a tué en votre présence. Ces passeurs, qu'est-ce qu'ils font? J'ai assisté à plusieurs cas ici. Ils vous prennent de l'argent. Les parents leur donnent, les parents vendent leur terre, ils vendent tout, ils donnent aux passeurs. Ils viennent. Ils vous mettent dans une chambre à l'hôtel. Ils vous prennent le passeport. Ils vous interdisent d'appeler, ils vous prennent le téléphone. Ils vous disent, bon, maintenant, je viens te chercher tel jour. Il disparaît avec l'argent et le passeport. C'est après la police qui vient parce que l'hôtel a dit qu'il y a telle personne qui est là, qui n'a pas payé, la police vient. Et c'est comme ça que nous sommes au courant. Des jeunes filles, des mineurs qu'on envoie, qui font après la prostitution parce qu'elles ne savent plus où aller. Une fois, j'ai appelé le père d'une fille mineure que l'association marocaine m'a amenée. Elle n'a pas voulu leur donner le numéro de leur... J'étais obligé de lui parler un peu pour la calmer. Elle m'a donné son téléphone. J'appelle son père. J'ai dit à son père, ta fille est au Maroc. Il me dit, oh, il m'a qu'à Espagne. Il dit non. Il dit, oh, il m'a qu'à Espagne. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Le gars appelle souvent son père pour lui dire, bon, elle est là, elle travaille, mais il ne faut pas l'appeler pour ne pas que la police l'intercepte. Après, j'ai dit, bon, Wolo. J'ai dit à la fille, parle à ton père. Tu es obligé de payer le billet d'avion à l'association, ils l'ont embarquée. Elle n'avait que 16 ans. Ils ont dit, si elle reste jusqu'à 18 ans, ils vont la condamner. La situation commence ici à avoir, c'est-à-dire d'ampleur, on commence même ici à détourner ce qui est la vision de notre Guinée, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que nous avons beaucoup de ressources qui sont là, qui n'arrivent plus maintenant à se situer, parce que la responsabilité ne se situe pas seulement au niveau du gouvernement, plus particulièrement même vous qui êtes là, qui êtes placé sous tutelle du ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire de la Guinée, la République de Guinée ici au Maroc, d'accord. Il y a aussi bel et bien la responsabilité des parents. Quel conseil pouvez-vous donner ici à ces familles? Écoutez, quel est le plus grand intermédiaire entre la population et ce qui se passe? C'est les médias, les journalistes, vous. Évidemment. C'est vous qui devez tous les jours créer un temps, même de 10 minutes, à la télévision, avant les nouvelles, faire passer ce qui se passe et sensibiliser les parents. Leur dire, on vous ment lorsqu'on vous dit que vos enfants sont à tel endroit. Voilà ce qui se passe. Vous montrez les morts, vous montrez les catastrophes de la noyade. C'est là où le père ou la mère va avoir peur. C'est vous,
Nous, on peut parler, le gouvernement peut parler, mais vous, tant que vous ne montrez pas les images, tant que vous ne sensibilisez pas, ils ne comprendront pas. Alors, c'était juste quelques actualités des faits récurrents ici, de mauvaises pratiques ici au Maroc. Nous allons maintenant nous concentrer sur le but du sujet qui est bel et bien les assises nationales ici au Maroc. Nous sommes à un tournant décisif ici de notre histoire. Donc, comment comptez-vous organiser ces assises au Maroc? On a bel et bien cette curiosité. Très bien. Vous savez, l'idée que le président colonel Mamadi Doumbouya a donnée pour créer ces assises, je le félicite pour ça. Parce que il ne peut y avoir un développement si aujourd'hui nous n'oublions pas le passé. Il faut assumer le passé, il faut l'oublier. Pour siéger le présent afin de préparer l'avenir. Parce que tant qu'on n'oublie pas le passé, on ne peut même pas préparer le présent, à plus forte raison l'avenir. Le développement se pose sur 3 choses entre autres. Le présent, le passé et l'avenir. Donc, si nous n'avons pas ces 3 choses, on ne peut jamais développer un pays. C'est pour cette raison le président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya, a demandé ces assises pour qu'il sache ce que chacun de nous a dans le cœur. Vous savez, j'ai fait 2 fois les Kamboaro. Mais si je ne pardonne pas, je vais gagner quoi? Si on est bon musulman, quand ton ennemi te tend la main, rejoins sa main. C'est ça le bon musulman. Les chrétiens disent que lorsqu'on te gifle à la joue droite, tends-lui la joue gauche. Évidemment. C'est la même chose chez nous. C'est ça la paix. La vérité, si on ne la dit pas entre nous, on ne peut pas avancer. Donc, si vous me posez la question, je dis que c'est une très bonne chose. Il faudrait qu'il y ait d'abord la vérité et la paix afin de préparer le présent et l'avenir. Il faut qu'on oublie le passé. Et dites-nous, en fait, ce qui concerne maintenant ces assises, on aimerait bien comprendre comment vous avez procédé à regrouper, d'accord, toutes ces associations qui sont là ici au Maroc, d'accord. Est-ce que d'abord toutes ces associations sont consentantes de cette assise qui aura bel et bien lieu dans quelques jours? Vous savez, le Guinéen, il aime son pays, il aime sa patrie. Il aime ce drapeau rouge, jaune, vert. Dès qu'on parle de la Guinée, en tout cas chez moi ici à Casablanca, ils oublient les querelles entre les associations. Ils se mettent tous. La preuve, j'ai réuni chez moi, à la maison, plus de 3-4 associations. Ils ont tous, comme un seul homme, accepté de faire ces assises. Donc pour nous ici, il n'y a aucun problème. Parce que j'ai su les rapprocher. J'ai su leur tendre la main. Je n'ai pas ignoré une association à l'autre. Toutes ces associations, tant qu'ils sont guinéens, ils sont les bienvenus chez moi. D'accord. Alors, en fait, on a bel et bien compris à ce niveau. Vous allez nous donner aussi des perspectives que vous avez pour cette jeunesse, leur apport au niveau de leur source qui est la Guinée. Vous savez, pour que cette jeunesse puisse travailler ici, personnellement, je
je ne peux pas conseiller à un jeune de laisser son pays et de venir travailler ici. Mon rôle, c'est de l'encourager à rentrer pour donner son savoir-faire au pays. Puisque son intelligence, c'est pour son pays, c'est pas pour aller ailleurs. Et déjà, les difficultés d'obtenir la carte de séjour fait que c'est difficile d'avoir un travail. Et la loi marocaine dit d'abord le Marocain, après les étrangers. Donc si vous déposez une demande et que ça aille à l'inspection du travail, ils acceptent votre demande, mais ils vous disent, nous allons mettre dans le journal pendant 6 mois, si personne ne répond à cette place, on vous la cède. Alors, 6 mois, vous allez attendre 6 mois au chômage. C'est pour cette raison, personnellement, lorsqu'un jeune vient me demander un conseil, je lui dis rentre dans le pays. C'est là-bas où tu peux aider ton pays. Évidemment. Mais rester ici, tu n'aides pas ton pays. Évidemment. Alors, comme pour nous dire déjà, ce ministre, d'accord, ce soir un peu aussi, on était avec le consul général de la République de Guinée à Casablanca, Excellence Roda Fawaz, qui nous a promulgué ici ses conseils. Il faut bel et bien savoir que cette jeunesse guinéenne peut bel et bien réussir, mais pour réussir, il faut penser ici à case de départ. Et pour cela, nous allons écouter ici pour la fin de cette émission le message que vous avez pour cette jeunesse, d'accord, en général, pas seulement pour le Maroc, mais au niveau de la diaspora, la France, le Canada. Aujourd'hui, nous sommes suivis ici par de nombreux Guinéens qui nous suivent aujourd'hui, d'accord. Donc, vos interventions seraient bel et bien ici une valeur ajoutée pour le développement de cette jeunesse. Mon message pour cette jeunesse, je voudrais simplement leur dire, il faut que tout un chacun d'eux ait cette conscience pour développer notre pays. Je veux qu'un Guinéen soit jaloux du Sénégalais, soit jaloux de l'Ivoirien, soit jaloux du Ghanéen, soit jaloux du Nigérian. Pour dire, moi aussi, je veux rentrer dans mon pays, pour que mon pays, si on ne le compare pas au Sénégal, mais au moins qu'il dépasse le Sénégal. Mais si on croise les bras, on ne peut pas avancer. Ce n'est pas le gouvernement qui développe un pays, c'est son peuple. C'est le peuple de ce pays. C'est nous. Chacun de nous peut donner un peu. Mais moi, je préfère qu'un Guinéen m'insulte que de me faire insulter par un étranger. Ça, je ne l'accepterai pas. Si un Guinéen m'insulte, c'est un frère qui m'a insulté. Je ne peux pas. Parce que si moi j'insulte cet étranger, ça va être grave pour moi. Donc vous voyez la différence. Donc je préfère franchement que ces jeunes aillent développer le pays. La destinée de chacun n'est pas dans nos mains. Dieu a déjà tracé la destinée de chacun. Donc, il vaut mieux aller chercher ton destin dans ton pays que de rester à traîner dans les autres pays, à courir, parce que pour un rien, on te met en prison. Au moins, si on te met en prison dans ton pays, tu as la famille, tu as tout le monde. Mais c'est à l'étranger, vous êtes seul. C'est ça le problème. Alors, je pense que nous avons déjà bien écouté son Excellence Roda Fawaz, et ça serait à l'occasion de ces assises qui seront bel et bien organisées bientôt ici au Maroc. Dites-nous, ces assises commenceront quand? Parce que alors, les dernières informations que j'ai eues aujourd'hui, c'est le samedi 23. Le samedi 23. Oui. Alors, ça débutera ici dans quelle ville, ou bien toutes les villes commenceront le même jour? Non, Rabat c'est vendredi le 22, Casa c'est samedi le 23, c'est tout. Ce sont les deux.
Donc cette jeunesse guinéenne ici au Maroc, ce serait l'occasion pour vous de venir vous exprimer si vous avez des lacunes, tout ce qui est ici, des problèmes que vous retrouvez au Maroc, d'accord? Ce serait à cette occasion, vous allez venir exprimer et tous ces problèmes, les vérités, ça va se dire ce jour, ça va se savoir à ces assises. Donc rendez-vous tout le monde ici pour les assises nationales.